Bonjour, merci d'être là. Je vais essayer de ne pas être trop longue. Je suppose que vous devez avoir faim. Voilà, je vais intervenir avec un titre un peu provocateur, les garçons, un genre exceptionnel. Donc dans cette présentation, j'ai choisi de mettre l'accent sur les stéréotypes qui concernent les petits garçons et qui les exposent, selon la classe à laquelle ils appartiennent, à des difficultés particulières en matière d'apprentissage. Et je mettrai plus particulièrement l'accent sur les petits garçons de classe populaire qui subissent les désavantages scolaires les plus importants et qui peuvent s'expliquer par l'effet conjoint et combiné de l'appartenance sociale, de classe, et de la socialisation de genre qui est très prégnante dans certaines catégories sociales, les classes populaires et certaines fractions des classes moyennes qui sont plutôt du côté du pôle privé économique. Voilà. Alors la sociologie de l'éducation, donc voilà, je vais essayer d'articuler, mettre en lumière l'articulation entre les pratiques de socialisation familiale et pratiques scolaires, puisque la sociologie de l'éducation, qui est ma discipline d'appartenance et de référence, montre que après, je vais mettre aussi l'accent sur la famille, parce qu'on ne peut pas vraiment dissocier les effets qui tiennent à la classe sociale et au genre, et on ne peut pas non plus dissocier vraiment ce que produit la famille et ce que produit l'école. Hein. C'est totalement illusoire de le faire, même si pour des raisons pratiques on est obligé de le faire dans cette journée souvent. Alors dans une première partie, je vais brièvement rappeler les différences d'éducation sexuée dans la famille et dans l'école que la sociologie permet de documenter, pour davantage, dans une seconde partie, mettre l'accent sur finalement ce que j'ai pu repérer dans mes travaux qui portent essentiellement sur les lecteurs en difficulté. Alors, non, c'est pas ça. Bon, il y a une diapo qui a sauté, c'est pas grave. Mais en fait, mes travaux portent essentiellement. Bon, j'ai fait un livre sur la dyslexie que j'ai appelé à l'école des dyslexiques, et là, je dois sortir en septembre un livre qui va porter sur les difficultés d'apprentissage de la lecture, où on a fait une expérience, une ethnographie, une expérimentation pendant 3 ans dans une école primaire en Savoie, dans 2 écoles primaires, où on a essayé d'expérimenter comment on pouvait ne pas produire de dyslexiques, qui sont pour l'essentiel des garçons. Des petits garçons, voilà. Donc, les différences d'éducation dans l'école et dans la famille, ma première partie. Bon, ce que les recherches montrent, c'est que selon la classe sociale, l'éducation elle est fortement différenciée, et qu'il y a des transgressions de genre qui sont beaucoup plus faciles en haut de l'espace social qu'en bas de l'espace social. Et plus particulièrement, on retrouve ces transgressions de genre possibles dans les fractions intellectuelles des classes supérieures, et que cette socialisation de genre, elle ne va pas du tout développer les mêmes dispositions chez les enfants. Voilà, ça va produire des comportements différents, puisque le comportement des éducateurs va varier fortement selon le genre de l'enfant, et qu'on agit forcément toujours dans le cadre d'interaction sociale. Alors je vais me référer au travail de Sylvie Octobre, qui est une sociologue qui travaille sur les pratiques culturelles, qui montre que les parents, dont on connaît déjà les comportements différenciés en matière de genre, sont bien plus vigilants dans la reproduction des rapports sociaux de genre quand il s'agit des garçons que des filles. Ils encouragent davantage les incursions des filles dans les territoires réservés aux garçons plutôt que l'inverse. Il y aurait plus de risques pour les garçons. Donc, par exemple, les filles peuvent faire des jeux vidéo, mais les garçons n'ont pas joué à la poupée. Enfin, voilà, par exemple. Et finalement, les garçons sont encouragés par toutes les institutions de socialisation à tenir leur rang, entre guillemets. Ils sont beaucoup plus soucieux du coup de se distinguer des assignations féminines. Il y a des insultes qui circulent dans les cours d'école parmi les petits garçons, comme être une fillette. Voilà, c'est une insulte parmi d'autres. Voilà. Sylvie Octobre observe que les activités culturelles dans la lecture sont fortement féminisées, ce qui va leur conférer une valeur de repoussoir chez les petits garçons. Et du coup, on va avoir une très faible appétence et une faible transmission de mère en fils de ces pratiques de lecture. Dans le discours, dans les pratiques et dans le discours des classes moyennes et supérieures, le discours de la mixité est largement présent et va bénéficier davantage aux filles qu'aux garçons. Alors,
Il y a une citation que je cherche. Bon, c'est pas grave. Alors Bernard Lahire, qui a travaillé beaucoup sur l'écriture domestique, montre que les sollicitations maternelles en matière d'écriture ne peuvent pas atteindre leurs pleins effets de socialisation auprès des petits garçons, puisque ces petits garçons sont sommés à la fois de répondre aux aspirations parentales, mais aussi aux socialisations de genre, et construire leur identité masculine, et du coup ils vont construire leur identité et leur personnalité à travers une relative résistance à l'écrit, assignée à quelque chose de féminin, et il note dans son enquête, à partir de son enquête, de nombreux récits maternels qui mettent en scène des fils qui rechignent à écrire et qui ont beau être motivés par leur mère, soutenus par des exhortations, eh bien, ils considèrent par déduction pratique que l'écrit c'est une affaire de filles à la maison, qui sont des garçons et que donc ça ne les concerne pas. Et il observe que les discours sur les compétences et sur la cognition, les capacités cognitives des enfants, négligent très souvent cette dimension symbolique des apprentissages, qui va faire que dans l'ordre chronologique, le désintérêt et l'indifférence va souvent précéder l'incapacité et l'incompétence effective. Ça va créer l'incompétence et ça va produire des effets. Alors dans leurs travaux qui portent davantage sur les loisirs culturels et sportifs dans la socialisation sexuée des enfants, Gérard Néran et Christine Menson vont constater que en fait il faut prendre en compte les spécificités des contextes d'initiation aux pratiques sportives et culturelles, et que il y a des genres, il y a vraiment des normes de genre spécifiques, certains domaines étant considérés comme féminins, comme par exemple la lecture, la pratique de la danse, et d'autres sont associés au masculin. Alors ils notent, tous les deux notent que les garçons vont se caractériser par un investissement d'espace sonore très fort, et ils ont observé des interventions moins fortes de la part des éducateurs quand il s'agit de petits garçons. Donc en fait les petits garçons se mettent en avant, poussent les filles, se mettent quand il y a des rassemblements de groupes pour expliquer des consignes par exemple, et les éducateurs vont intervenir beaucoup moins. Du coup, on peut constater des comportements féminins avec une attention consigne, un sérieux, etc., etc. Non, ça c'est pas, je sais pas. Voilà. Alors, il note aussi que les pédagogies qui sont les moins directives, en particulier font référence aux pédagogies nouvelles, vont favoriser la force de ces normes de genre, puisque ces pratiques pédagogiques, ces démarches favorisent une moins grande intervention des éducateurs sur les enfants, et donc un libre cours plus important à ces pratiques finalement qui sont construites par les stéréotypes dont on a parlé. Voilà, donc, alors, Bernard Lahire, Bernard Lahire et Georges Felouzis, qui a travaillé aussi sur les stéréotypes en articulant la classe sociale et le genre, montrent que finalement ceux qui réalisent le plus l'idéal scolaire de l'excellence scolaire, ce sont les filles de milieu cadre et de milieu enseignant. Elles ont les meilleures performances scolaires et elles ne chahutent pratiquement jamais. Donc elles ont les comportements les plus scolaires, suivis par les garçons des mêmes milieux, qui sont suivis ensuite dans un ordre décroissant par les petites filles de classe populaire, et tout en bas on va retrouver les petits garçons de classe populaire qui à la fois sont chahuteurs et à la fois ne suivent pas, et donc ont les plus grandes difficultés sur le plan, on va dire, des apprentissages. Bon, je sais pas combien de temps il me reste. J'ai pas regardé. Je vais essayer d'accélérer. Donc, je rappelle les travaux de Marie Durubella qui montrent que les enseignants ont plus de contacts et des contacts plus prolongés avec les petits garçons, que ils ne prodiguent pas la même aide aux garçons et aux filles en fonction de ces stéréotypes dont on a parlé. En fait, quand un garçon a des difficultés en maths, il est plus aidé par un enseignant,
et quand les filles ont des difficultés enfin, les filles difficultés en maths ne sont pas soutenues, mais elles sont soutenues si elles ont des difficultés en lecture. À l'inverse, les petits garçons qui ont des difficultés en lecture ne sont pas aidés par les enseignants, ou moins aidés, tandis que leurs difficultés en maths vont être remédiées davantage. Voilà, et donc ça correspond à ce dont on a parlé dans la première partie. Du coup, Marie Durubella parle d'un avantage scolaire des filles qu'il ne faut pas minimiser, même si, comme on le sait bien, ensuite, sur le marché du travail, dans le choix des orientations, on a affaire à beaucoup plus d'autosélection, des limitations plus importantes de l'ambition en fonction à performance scolaire égale, etc., etc. Donc je vais venir à la partie qui est consacrée aux difficultés spécifiques dans le domaine scolaire. On a en début de scolarité deux catégories qui sont particulièrement victimes des effets sur leur disposition scolaire de l'éducation de genre. Ce sont les petits garçons de classe populaire et les filles dans une moindre mesure, mais aussi ceux qui appartiennent aux fractions non intellectuelles des classes moyennes, pour reprendre les catégories de la sociologue Agnès van Zanten, qui parle des fractions, enfin, ces catégories qu'elle appelle les technocrates, ça correspond à les cadres du privé, les technocrates, les cadres commerciaux, enfin, toutes ces fractions-là qui sont fortement diplômées, mais qui sont plutôt dans une activité d'accumulation du capital économique avec des fortes compétences techniques, etc., etc. Et donc voilà, ces garçons-là, ils vont être en difficulté aussi. C'est pour ça que quand j'ai fait mon enquête sur la dyslexie, les gens disaient non mais il n'y a pas de classe sociale, c'est quelque chose de biologique. Mais si, il y a une classe sociale. En fait, ils sont hyper typés quand on regarde. C'est certaines fractions de classe moyenne et les classes populaires. C'est un volume et une nature de capital culturel. Donc voilà. Alors donc il y a un désavantage scolaire objectif qui est sous-estimé car les différences de comportement sont aujourd'hui très fortement médicalisées. C'est-à-dire qu'on a un recours massif à la médicalisation dans le système scolaire, encouragé d'ailleurs par les politiques publiques, en particulier l'élargissement des catégories du handicap avec la loi 2005, qui fait que ces petits garçons, qui n'ont pas du tout les bons comportements ni les bonnes dispositions cognitives, entre guillemets, eh bien, ils vont être agités, pas concentrés, et donc on va leur trouver toutes sortes de pathologies grâce à des diagnostics médicaux qui entrent massivement dans l'école par le biais des équipes éducatives, etc. Et du coup, ils vont basculer du côté du handicap, mais en fait, ils sont en difficulté d'apprentissage. Chez eux, et là, je renvoie au travail je renvoie au travail de Jean-Sébastien et d'Eliman sur l'hyperactivité, les troubles de comportement, qui montrent que finalement, jusque dans les pathologies, finalement, on a des effets de socialisation différenciés entre hommes et femmes, entre garçons et filles, je veux dire. Voilà. Et toutes les recherches montrent que c'est ce basculement vers le handicap qui touche essentiellement les garçons. Je pense aussi à la très belle recherche d'Hugo Dupont sur les ITEP, qui montre que la médicalisation va être la réponse à ces difficultés d'apprentissage, ou alors il y a aussi le passage par à travers la déficience cognitive, etc., et bien évidemment la dyslexie. Alors les intellectuellement précoces, sur lesquels Wilfried Ligné a fait un très très beau livre, qui est le livre de référence quand même sur la question, montrent que, à l'inverse, ils sont bénéficiaires entre guillemets ils bénéficient c'est la seule catégorie de garçons qui bénéficient de cette éducation de genre fortement, parce que, alors eux, ce sont des garçons qui se caractérisent par le fait que leurs parents ont des capitaux plus importants, beaucoup plus importants que la moyenne. C'est-à-dire que chaque parent est bac plus 5 et au-dessus, et donc en fait, ils ont une éducation de genre dans le sens de développement d'esprit de compétition, etc., qui va être investi dans l'espace scolaire, là où d'autres qui ont des capitaux culturels moins importants vont l'investir dans le domaine du foot, du sport, etc. Donc là, c'est un autre cas. Alors, donc, en ce qui concerne mon propre objet, j'espère que je ne dépasse pas trop, les travaux montrent que le genre masculin constitue vraiment un obstacle à la valorisation des pratiques de lecture qui étaient encouragées, qui ne vont pas du tout développer les dispositions qui sont favorables aux apprentissages, et à ce type d'apprentissage qui suppose beaucoup d'attention, beaucoup de concentration, qui est extrêmement difficile et dont la difficulté est fortement sous-estimée. Et finalement,
Ce que j'ai pu observer, c'est qu'on a une naturalisation des comportements avec des effets de prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire que, enfin, je ne sais pas si c'est familier pour vous la notion d'effet, bon, apparemment oui, mais voilà, on fait advenir ce que l'on pense être vrai, et on a une imputation des difficultés spécifiques à leur essence de petits garçons qui apparaît très largement dans mon enquête, alors à la fois sur les dyslexiques et celle que je mène actuellement. Alors l'enquête que j'ai menée, par exemple, je vais vous montrer comment interviennent à la fois la question du genre et la question des apprentissages. Hein, mon enquête sur les enfants dyslexiques, l'héroïne en France, qui a contribué à fonder la cause des dyslexiques, entre guillemets, hein, qui a écrit d'ailleurs un livre qui s'appelle « Les malheurs d'un enfant dyslexique », et la mère d'un petit garçon qui n'a jamais appris à lire à l'école parce que son enseignante ne voulait pas lui apprendre à lire, puisqu'il était dans une classe où les parents avaient appris à lire aux enfants, et donc tout le monde savait lire. Donc l'enseignante a dit, ben voilà, vous allez vous débrouiller, vous allez gérer ça. Il y en avait 4 qui ne savaient pas lire sur toute une classe. Donc l'enseignante a dit, voilà, vous allez vous débrouiller, vous allez lui apprendre à lire. Et où intervient l'éducation de genre? Bon, on peut critiquer l'enseignant, peu importe, c'est comme ça que ça se passe, mais l'éducation de genre va intervenir dans le sens où la maman de Gilles dit, ah bah oui, mais c'était facile à dire de le faire lire le soir, une fois rentré de l'école, c'est un sioux, il était totalement impossible de le canaliser. Bon, et là, vraiment, c'est vraiment un effet de genre, hein, caractéristique de la classe sociale d'appartenance de la mère, hein, qui est du côté des femmes au foyer, catholique, mère, père, mari, je veux dire, chef d'entreprise, qui est du côté donc du pôle économique dont je parlais tout à l'heure, qui n'arrive pas à maîtriser son fils, là où d'autres fractions, les fractions intellectuelles auraient aucun souci pour canaliser le petit garçon et le soumettre à un apprentissage, et qui n'aurait pas, et il n'aurait pas connu objectivement les difficultés qu'a connu Gilles. Bon, bah, du coup, la mère n'a pas maîtrisé Gilles, qui se transforme en sioux le soir, et ben après, voilà, il a continué et les choses se sont évidemment empirées, puisqu'il est arrivé en CE1 sans avoir appris à lire. En CE1, on ne reprend pas les bases, etc., etc. Puis un jour, il y a un neuropsy qui arrive, qui résout le problème en disant, voilà, dyslexie, etc. Alors, dans les questionnaires, la question du genre des enfants, des dispositions que suppose ce genre, intervient essentiellement de 3 manières, de 3 façons. En fait, essentiellement, on parle de l'absence de maturité des garçons. Les garçons ne sont pas mûrs, ils n'ont pas de maturité. Les filles sont mûres, mais pas les garçons. Au même âge, les garçons ne sont pas mûrs. Et du coup, on explique, il y a un non-interventionnisme à la fois des parents et des enseignants qui s'explique par le fait que la difficulté de l'enfant est interprétée en termes de « c'est un garçon, donc il n'est pas mûr ». Donc on ne va pas intervenir, puisqu'il n'est pas mûr. Et s'il n'est pas mûr, c'est parce que c'est un garçon. De la même manière, l'agitation et certains comportements vont attribuer un caractère moteur aux enfants, aux garçons, je veux dire. Et donc, de la même manière, des agitations vont être tolérées au-delà du raisonnable. Et quand au-delà du raisonnable est atteint, ça va être la médicalisation. Voilà, trouble des apprentissages, trouble de ci, trouble de ça, hyperactivité, etc., etc. Bon, mais on va dire que les garçons sont moteurs. Et même pour un enseignant, le fait de dire, quand une mère dit il est agité, ou quelqu'un va dire il bouge, on va dire c'est un garçon. Bah oui, c'est un garçon, c'est presque un pléonasme. Il bouge, il est moteur, c'est un garçon. Dans les crèches, pareil. Là, je renvoie au numéro du cahier d'urgence sur les objets de l'enfance. Voilà. Donc il y a ça, le stéréotype de l'absence de maturité. Beaucoup de parents sont persuadés que la lecture fragile de leur fils est pathologique en s'appuyant sur le fait qu'il y a une sœur, et la sœur produit toujours du désavantage pour le frère, puisque en fait ils vont dire il y avait une sœur qui était avant, lui il a eu le même enseignant, la même méthode, et le garçon est en difficulté, pas la fille, donc c'est une pathologie. Donc on va avoir la construction d'une déviance masculine par comparaison défavorable, et toujours défavorable au garçon dans ce sens-là, qui tient à l'excellence de la sœur, qui est plus scolaire, plus attentive, et qui a les dispositions de genre beaucoup plus adaptées, qui a le comportement idéal des petites filles de classe moyenne dont parlait Félouzis. Voilà. Donc, alors on a aussi, alors il y a des choses assez marrantes. Voilà. Il y a eu des difficultés. Oui, on a vu quelque chose, mais on pensait que c'était normal puisque c'est un garçon.
Ces difficultés, elles sont normales parce que c'est des garçons. Ils s'intéressaient pas aux livres, mais on a eu 3 filles avant et on pensait que les garçons fonctionnaient ainsi. Il y aurait un fonctionnement spécifique des petits garçons qui les empêcherait d'apprendre à lire de manière harmonieuse. Et donc ils font référence pour expliquer cette lecture fragile du petit garçon à ça. Et en tout cas, enfin, j'ai très souvent dans les questionnaires, alors ça aurait été amusant de croiser, enfin, il y aurait des choses qui sont amusantes à croiser, mais très lourdes, hein, c'est-à-dire que, est-ce qu'il y a plus imputation de pathologie quand il y a des enfants de la fratrie qui sont des filles ou des garçons, mais quand il y a des filles, moi, c'était beaucoup des filles, et toujours, ça tournait au désavantage du garçon parce que les filles étaient bonnes. Et ce qui correspond aussi aux enquêtes qui montrent la meilleure réussite à ce niveau-là scolaire des filles. Et du coup, les garçons étaient constitués comme déviants, et du coup, leurs difficultés pathologisé. Voilà, donc je vais terminer parce que je pense que j'ai dû épuiser mon temps de parole et voilà, je ne veux pas que vous soyez trop affamés aussi. En tout cas, la question de la maturité associée et du manque de maturité qui est associé aux garçons, elle est cruciale puisqu'elle exprime une conception naturaliste de l'évolution des apprentissages qu'on retrouve à travers des notions beaucoup plus courantes et répandues dans le système scolaire, dans les prescriptions, dans le sens commun, etc., qui est la notion de respect de rythme de l'enfant, qui est vraiment une notion profondément réactionnaire malgré ses apparences progressistes, puisque en fait il y a l'idée de quelque chose qui avance tout seul et qui nuit particulièrement aux enfants qui ont peu de capital culturel et encore plus aux garçons, puisque comme on l'a vu, ils ont les dispositions de genre les plus défavorables à des apprentissages qui demandent comme ça beaucoup de précision, de concentration, etc., etc. Voilà. Et en fait, oui, j'ai fini. Voilà. Donc en fait, ce que je voulais dire pour terminer, c'est que ce recours aux stéréotypes sexués, il ne faut pas l'isoler d'autres formes de naturalisation qui sont puissantes et, je dirais, omniprésente et de plus en plus dans l'école qui sont liées à la naturalisation des difficultés d'apprentissage qu'on appelle, qu'on déguise élégamment par reconnaissance des difficultés d'apprentissage, du handicap, etc., qui est quand même une forme de naturalisation très puissante qui va davantage toucher certains genres et certaines catégories sociales. Et donc, ce recours aux stéréotypes sexués, il se couple avec des formes de naturalisation qu'on peut traduire comme des formes renouvelées d'idéologie du don, qui ont été bien analysées dans les années 70. Donc voilà, donc là, ça c'est pour... Je vous laisse lire, je passe, j'ai épuisé mon temps de parole, donc voilà. Mais on a une critique très intéressante de Jean-Yves Rochex sur ces conceptions naturalisantes de l'apprentissage qui consiste à dire il faut respecter le rythme des enfants, ils apprennent à leur rythme, c'est bien, enfin partout on retrouve ça dans les prescriptions et du coup dans les présentations évidemment. Finalement, ça correspond à une représentation profondément, je dirais, une représentation de l'apprentissage qui n'est pas optimale si on veut améliorer les apprentissages de genre, puisque en fait c'est cette conception qui consiste à considérer que c'est le développement qui est à l'origine de l'apprentissage, alors que l'inverse est tout aussi vrai. Évidemment, ça dépend. Il y a une maturité. Enfin, on va pas faire apprendre à lire un bébé de 6 mois, ça paraît évident. Néanmoins, au-delà d'un certain stade et d'un certain âge, il y a vraiment le fait de tout le discours sur le rythme de l'enfant favorise complètement l'impact des inégalités et des ressources familiales, qu'elles soient de genre ou d'héritage culturel plus classique. Voilà. Donc voilà. Et cette conception qui inverse finalement, qui sous-estime le rôle de l'apprentissage dans le développement cognitif et qui a pour effet finalement une certaine passivité dans les interventions pédagogiques auprès des enfants en difficulté. Dire qu'on se dit bon voilà, c'est le rythme, on va le forcer, voilà, on va pas être surtout pas, etc. On attend, sauf qu'il est très vite trop tard. Et voilà, je termine sur le fait que cette passivité de l'intervention liée à des représentations naturalisantes est une médiation par lesquelles des représentations des enseignants ou des prescripteurs peuvent
produire de l'échec, puisqu'on ne va pas faire d'intervention ciblée sur les difficultés au moment où il faut le faire. Et là, on retrouve les effets qui ont été soulignés par Marie Durubella de spécialisation de plasticité cérébrale, etc., où on va avoir en effet de la construction réelle de pathologies et de dysfonctionnements cognitifs liés à des pratiques pédagogiques. Je vous remercie et je m'excuse d'avoir été un peu longue.